commence par me présenter. Frédéric Asbart, je suis MCUPH à Lyon et je m'occupe du centre de réhabilitation lyonnais, du centre de référence en réhabilitation et remédiation cognitive. J'ai le plaisir de travailler aux côtés du professeur Franck, que je remercie à cette occasion, et je remercie l'ensemble des organisateurs du colloque pour me permettre de communiquer aujourd'hui, et particulièrement aussi David Masson. Je voulais profiter de cet espace pour parler d'un sujet qui est, on va dire, un sujet d'actualité. On parle de motivation et d'environnement, parler de notre environnement et de questions écologiques et des interactions avec la santé mentale. Du concept de motivation tel que développé par Deci et Ryan, je crois que c'est une manière assez intéressante de développer les choses, ce qu'on appelle aussi la théorie de l'autodétermination. Donc ici, enfin c'est un modèle qui a évolué. Ici, je dirais que c'est la première version du modèle. Qu'est-ce qui motive nos comportements? Qu'est-ce qui nous motive à agir? Donc selon Deci et Ryan, on est motivé à agir si un certain nombre de nos besoins fondamentaux sont assouvis, à savoir un besoin d'autonomie, le sentiment d'être à l'origine de ce qu'on fait, de compétence, de se sentir efficace à agir autour de soi, et d'appartenance, l'impression de se sentir connecté aux autres, de faire partie d'un réseau. Alors si on regarde de façon un petit peu plus large à l'échelle collective, vous avez sans doute entendu parler récemment de la notion d'anthropocène. Finalement, on pousse cette question d'autonomie, de compétence un peu à son paroxysme, et c'est jusqu'à ce que finalement l'être humain devienne la principale force de changement géologique. Et, voilà, un phénomène qui débute, je dirais à peu près au néolithique, mais qui connaît son paroxysme ces dernières années, avec un phénomène que vous voyez sur la diapositive à partir des années, on va dire, d'après-guerre, qu'on appelle la grande accélération, où l'homme reprend la maîtrise sur un grand nombre de paramètres de son environnement, sur toute une série de productions diverses, voilà, avec un boom qu'on appelle la grande accélération. Donc voilà, autonomie, compétences sont des notions développées à leur paroxysme. L'appartenance peut être un petit peu plus en question, puisque finalement ce phénomène-là nous pousse aussi un peu à nous déconnecter d'un certain nombre de choses, et en particulier de notre environnement, de notre écosystème, avec en parallèle de ce boom de productivité une explosion aussi des températures et le phénomène du réchauffement climatique, avec finalement un effet contre-productif sur la santé mentale, sur lequel je vais m'attarder un tout petit peu. Donc avec des fortes chaleurs, des phénomènes de sécheresse, des perturbations climatiques à large échelle. Aujourd'hui, vous en entendez parler à de très nombreuses reprises, des impacts sur la dynamique des pandémies qui s'est accélérée, et c'est pas une vue de l'esprit aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est. Donc comment dire, cette prise en main de notre écosystème, elle a un certain nombre de conséquences aujourd'hui qui font l'objet de beaucoup de débats, donc avec des conséquences directes sur notre santé mentale, que ce soit de manière aiguë face à des événements catastrophiques, un peu plus chroniques. On commence à voir un certain nombre de travaux sur le réchauffement qui modifient un certain nombre de paramètres physiologiques, la physiologie de notre neurotransmission, avec des impacts cliniques qu'on observe à travers certaines études. Vous avez sans doute entendu parler de ces études qui mettent en lien le réchauffement et l'augmentation du nombre de suicides, l'augmentation d'actes violents, l'augmentation des taux d'hospitalisation, des effets beaucoup plus indirects de par les impacts économiques et les conséquences sur la société, et puis des phénomènes qui sont plus liés à la notion de perception de risque,
dont on entend parler aujourd'hui au travers d'un concept qui s'appelle l'éco-anxiété. Donc, des choses pas très réjouissantes. Bon, quand on entend parler d'écologie et santé mentale, on est plutôt dans un champ péjoratif, et j'aimerais amener petit à petit mon propos vers quelque chose de beaucoup plus positif, en réfléchissant en quoi le lien à l'écologie, le lien à la nature pouvait nous faire repenser un certain nombre de choses en réhabilitation. Alors pour commencer, j'ai essayé de m'appuyer sur un certain nombre de déterminants de la santé mentale qui sont des déterminants environnementaux, en vous parlant de quelques études qui m'ont semblé intéressantes. Alors, première étude, ça c'est toujours intéressant, ces grands registres danois. Donc on a l'opportunité d'avoir des données de santé incroyables. Donc ici, une étude sur un registre sur plus de 900 000 personnes, croisées avec des données sociodémographiques vie entière. Ça c'est intéressant, on a le lieu de résidence quand les gens déménagent, et des données satellitaires sur la densité végétale. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'on observe, c'est que l'exposition au vert, à une certaine densité végétale de 0 à 10 ans, est déterminante par rapport à l'émergence de troubles mentaux ultérieurs. Donc on commence finalement à décortiquer un des volets. Vous voyez que dans ces différents troubles, alors c'est peut-être un peu difficile à voir sur la diapo, mais la schizophrénie est un des troubles fortement représentés. Donc ceux qui s'intéressent beaucoup au sujet connaissent les études sur l'urbanicité et schizophrénie. Donc c'est que l'urbanicité augmente le risque de schizophrénie. Aujourd'hui, on commence à réfléchir en termes de facteurs de protection. La nature constitue un des facteurs de protection. L'exposition dans l'enfance est un facteur de protection. Donc ça donne aussi des pistes pour développer un certain nombre de choses en termes d'urbanisme. Autre travail que je trouve intéressant, la densité végétale dans la ville de Leipzig. Donc on est dans une ville. Donc une étude sur un peu plus de 9000 habitants, et la consommation d'antidépresseurs. Là aussi sur un registre assez exhaustif. Et ce qui est intéressant, c'est que la densité d'arbres, cette fois-ci, dans les 100 mètres de chaque individu, est associée à la consommation d'antidépresseurs. Donc c'est très indirect comme donnée, mais c'est un phénomène qui est intéressant, et particulièrement vrai dans des populations à bas niveau socio-économique. Finalement, à partir du moment où on est dans des milieux socio-économiques plus élevés, il est, selon les auteurs, plus facile de compenser cet effet, probablement parce qu'on a plus de capacité à se déplacer, à faire à avoir un certain nombre d'activités moins dépendantes de notre environnement direct. Voilà d'autres études que je trouvais intéressantes, parce que finalement, aujourd'hui, l'effet commence à être étudié de façon un petit peu plus précise. Qu'est-ce qui fait l'effet sur la santé mentale? Donc là, une grande étude sur 30 000 personnes en Allemagne, sur différents paramètres liés à l'environnement et à la biodiversité et à la santé mentale positive. On est sur des échelles en population générale, ici c'était la SF12. Qu'est-ce qui serait le plus impactant a priori? C'est plutôt la variété des espèces à proximité, la variété des plantes, la variété des oiseaux. Un certain nombre d'autres paramètres, le fait d'avoir un parc à moins de 10 minutes de chez soi versus à partir du moment où c'est un petit peu plus éloigné, on a plus de risques d'avoir une santé mentale moins bonne. À plus large échelle encore, par le même groupe, une étude européenne sur 26 pays et 26 000 personnes sur bien-être et biodiversité. Et finalement, le lien est assez fort. Donc là, ici, on est sur les espèces, la richesse d'espèces d'oiseaux, sur des données satellitaires et des données d'Atlas, avec un effet qui est plus fort que celui des revenus sur la santé mentale. Des éléments de réflexion, je trouve, assez intéressants. Et comment on peut finalement, par des dispositifs, on va dire, créer un effet plus que la mesure de l'exposition sur la santé mentale. Donc ici, c'est une étude chinoise où
l'idée était d'exposer des individus, les mettre en situation de parc ou les exposer sur des vidéos. Enfin, il y a plusieurs sous-études dans ce papier. Et de mesurer l'impact sur le bien-être versus un environnement urbain, environnement végétal versus un environnement urbain. Et donc on a, quand les sujets sont exposés, c'est plusieurs sous-études sur à chaque fois des échantillons d'à peu près 150 personnes. On a une amélioration du bien-être quand les gens sont exposés à des éléments naturels. Et ce qui est intéressant, si on revient aux fondamentaux de la motivation, on peut mesurer la satisfaction des besoins fondamentaux par des outils psychométriques dédiés, avec la mesure du renforcement de sentiments d'autonomie, de compétences et d'affiliation. Et selon des modèles de médiation, ce serait en partie par la satisfaction de ces besoins que le bien-être serait amélioré. Enfin, sur la mécanique psychologique des effets sur la santé mentale, il y a une notion qui se développe beaucoup ces derniers temps, c'est la notion de se sentir connecté à son environnement, d'avoir le sentiment d'en faire partie, d'en être un de ses maillons, et un certain nombre d'études portant sur la question des effets de la nature sur la santé mentale fait l'objet d'une méta-analyse qui montre que ce sentiment d'être connecté est un des mécanismes de l'effet positif. Alors maintenant, comment s'appuyer sur la nature pour soigner? Ça fait aussi l'objet d'un certain nombre de travaux. Et je vais vous citer rapidement ici les données d'une méta-analyse. Des travaux qui portent sur différents types de dispositifs, que ce soit des dispositifs type jardin, des dispositifs type activité outdoor, ou des soins psychothérapeutiques réalisés en milieu naturel et s'appuyant dessus. Ces dispositifs ont normalement un effet positif sur l'anxiété et sur la dépression. Pour l'instant, les études sont pas encore très nombreuses, mais intéressantes, prometteuses. La plupart des travaux que je vous cite débutent en 2019. On a des travaux, le travail sur l'exposition et l'impact sur le bien-être que je vous ai exposé juste avant date de ce mois-ci. Donc c'est des choses qui sont très récentes. Alors comment on pourrait imaginer inclure la nature dans la réhabilitation et pourquoi faire? Probablement que ça a plusieurs intérêts. Augmenter l'activité physique, diminuer le stress, j'y reviendrai rapidement. Développer une certaine forme de lien social, moduler aussi l'attention, et puis probablement plusieurs manières de l'intégrer, donc plusieurs cibles cliniques et plusieurs manières, des activités en extérieur, des activités de production, type horticole, jardin, des activités de confection ou des soins psychothérapeutiques en milieu naturel. C'est plutôt ce que nous on a choisi de faire. Et je finirai là-dessus en s'appuyant sur les données de la littérature en général, des données aussi expérimentales qui mettent en évidence que les expositions en réalité virtuelle modulent un certain nombre de paramètres physiologiques du stress qu'on connaît bien, modulent également des paramètres attentionnels, avec ce qu'on appelle la théorie de la restauration attentionnelle en milieu naturel. Après une exposition, plusieurs paramètres de mémoire de travail, de flexibilité cognitive s'améliorent, c'est mesuré par des tests neuropsychologiques, et ça a fait l'objet récemment également d'une méta-analyse. Donc on a choisi de s'appuyer là-dessus pour développer un dispositif sur lequel je vais vraiment terminer. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a à penser dans nos services de réhabilitation, avec l'idée de développer l'attention des patients à leur environnement, travailler sur le stress, faire des exercices en milieu naturel, puis travailler le transfert au quotidien, comment les personnes dans leur environnement physique proche peuvent
retrouver ces lieux ressources, refaire les exercices et finalement changer leur mode de vie pour mieux s'appuyer sur la nature environnante. Donc, on est au tout début de cette aventure. J'espère qu'un prochain colloque, j'aurai l'occasion de vous parler des résultats. Je voulais aussi vous dire qu'on investit beaucoup le sujet avec mon collègue Nicolas Franck. On est aussi dans l'écriture d'un livre sur la question dont j'espère on pourra vous parler également l'année prochaine. Merci.